Un ancrage, en fait, c'est un lien que tu fais entre l'inconscient, du style, par exemple, si je te dis ouais, est-ce que tu te rappelles à un moment donné où vraiment t'étais très concentré? Tu vois ce moment? Maintenant, laisse ton inconscient redéployer tout ce moment-là. J'avais un ailier qui pouvait être grave technique, grave rapide, etc. Et je voyais que sur chaque duel, j'arrivais boum, récupérer la balle, boum, récupérer la balle. Quand je savais que pendant 5-10 minutes tout était fluide comme ça, je disais putain, on dirait que je peux tout réussir aujourd'hui. En fait, moi, mon but avec les joueurs, c'est de les mettre le maximum de choses en place pour que leur performance, elle soit sur des rails. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. On est toujours avec Yanis Laïb, fondateur de Bipal. et aujourd'hui, Nicolas Brinster, préparateur mental, coach mental pour sportifs de haut niveau. Les états émotionnels, ils se contaminent. On se contamine tous dans une équipe. Tu vois, c'est pour ça que des fois, c'est fatal pour une équipe. Il suffit qu'un mec, il s'arrête en pleine action, qui commence à avoir un geste d'humeur pour que ça commence à contaminer. La plus grande problématique, moi, telle que c'est formulé par les sportifs, c'est j'arrive pas à être libéré sur le terrain. Moi, comment je le décode, c'est que c'est toujours, très souvent, déjà à la base, un problème d'estime de soi. plus je me dis que en réalité le football, c'est un sport individuel, c'est un sport collectif. Parce que si derrière tu mets pas tout en place, au bout d'un moment c'est mort. Coach aujourd'hui, ils ont leur propre intérêt. Ou même un coach, il va mettre en place une équipe en mettant peut-être de côté certains joueurs qui ont des qualités pour gagner le championnat ou pour atteindre des objectifs. Moi, je trouve qu'il y a un gros tabou autour de la préparation mentale où j'ai pas envie de montrer aux autres que je suis faible ou que moi aussi j'ai des doutes, alors qu'on doute tous. Moi, j'ai eu le cas au Paris FC où un mec, le jour de la séance, était en garde à vue. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. On est toujours avec Yanis Laïb, fondateur de Bipal, fidèle au poste toujours. Yes, et aujourd'hui, Nicolas Brinster, préparateur mental, coach mental pour sportifs de haut niveau. voilà, super. Encore un nouvel épisode avec un prépa mental qui a une très 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 belle expertise. On se connaît intimement de par notre Oula. formation. Intimement, carrément. Ouais, Ouais, c'est- les gars, bizarre. Tac, très très fort là. Ouais, on se connaît déjà et Ouais, franchement, ça me tenait à cœur de l'inviter parce que il a une très belle expertise. On a juste échangé pendant 1 heure lors d'un séminaire et je m'étais dit que si j'avais pu avoir un coach comme ça lorsque j'avais 16, 17, 18 ans, je pense que je serais allé plus haut au foot quoi. On a tous Donc, ce même réflexe. Dès qu'on parle avec un coach mental, c'est la même chose. C'est Ouais. putain, si j'avais su ça à j'avais l'époque, De ouf. je serais autre part aujourd'hui. C'est Donc- vraiment un cheat code, j'ai l'impression. Ouais, de C'est malade, de C'est malade. d'ailleurs ce qui m'a mené à devenir préparateur mental aussi. On s'est tous cheat-codé la tête. Voilà. Ok. Bon, Nico, c'est toi qui va être un peu le fil conducteur de l'épisode. Donc, on va te laisser un peu te présenter, etc. Et des fois, nous, on viendra interagir par rapport à ce que tu dis. Ouais, moi je m'appelle Nicolas Brinster. Voilà, j'ai 34 ans, préparateur mental. Enfin, dans le métier de l'accompagnement humain, on va dire ça comme ça, depuis 8 ans. Et après, petit à petit, en 8 ans, j'ai fait un petit peu une montée en puissance sur la prépa mentale. En gros, moi, j'ai commencé par avoir un cabinet sophrologie. Moi, je rentrais dans le métier par l'outil. Ça veut dire, en gros, je ne suis pas rentré par apprendre des théories, etc. Je me suis dit, je veux me former à avoir un outil qui va aider directement les gens. Donc, au départ, je prenais vraiment le parti d'aider des gens lambda. Je n'étais pas spécialement sur des sportifs. Mhm. Donc, c'était problématique de stress, problématique de burn-out au travail, même deuil, enfin, toutes les problématiques d'un être humain qui se dit, j'ai besoin de lâcher un truc, tu vois. Mhm. Et en fait, j'ai fait ça pendant 5 ans, où j'ai sophrologie, hypnose, qui m'ont un peu drivé en termes de formation et que j'utilisais quotidiennement avec des gens. Mhm. Et en fait, petit à petit, je commençais à avoir des sportifs, moi-même étant un ancien, et à cette époque-là, j'étais encore en activité foot. Moi, c'est niveau R3, R2, donc c'est sûr par rapport à des mecs qui font des centres, rien à voir. Mais je commençais à avoir des sportifs et à me dire, mais attends, ce que je fais là avec les sportifs, ce que je fais avec d'autres gens, avec des sportifs, genre c'est banger. Le mec, on est là, on peut toucher à des choses en lui qui l'aident à libérer son potentiel, Ouais. qui l'aident à vraiment passer un cap en termes de relâchement, en termes de concentration, en termes d'identité. Et ça, je le faisais avec des managers qui travaillaient, je sais pas, à la Société Générale. Je me dis, tu le fais avec des sportifs. Donc, je commençais à en avoir 1, 2, 3. Et au bout d'un moment, j'avais un boxeur professionnel où je me dis, là, on commence à rentrer un peu dans la cour d'un gars qui a des compètes, etc. Et je vois que ça se passe très, très bien, des tennisman qui faisaient Roland Garros Junior, etc. Donc là, je commence à me dire, ok, c'est quand même pas mal. Là, je commence à... Voilà, donc je me suis formé, en fait, après coup, à la préparation mentale. Et ça s'est fait naturellement. Beaucoup d'aspects autodidactes et beaucoup, après, une formation classique qui me donne un socle de connaissances, tout simplement. Et voilà. Et petit à petit, j'ai travaillé avec le Paris FC. Ouais. Au niveau du centre de formation, donc j'encadrais des stagiaires pro pendant une saison qui devaient passer le cap entre le monde des 19 NAS de la N3 vers la Ligue 2. Donc ça m'a été une expérience hyper formatrice sur
c'est quoi le mindset des gars en centre de formation. Ça, tu vois tout ça, on pourra reparler. Ouais. Et à ce côté, après, forcément, ça te donne l'envie d'aller encore chercher un cran au-dessus. Et voilà, et depuis, j'ai développé mon activité pas mal sur Internet, parce que ça me permet de travailler avec des gens d'un peu partout. Et là, je tape des sportifs rugbyman, footballeurs, basketteurs, handballeurs. Du top 14, Ligue 1, Pro B, des choses comme ça. Donc, je pense qu'au niveau de la présentation de base, c'est un petit peu ce que je pourrais dire sur le parcours, on va dire, initiatique qui m'a mené jusqu'à là. Ok. Mais ce qui est hyper intéressant avec ton parcours, c'est que du coup, on n'est pas que sur du footballeur. C'est ça. Ouais. Et qu'on se rend compte que la préparation mentale, ça va beaucoup plus loin que juste l'aspect football ou juste l'aspect même sportif. C'est que, comme tu le disais, des managers, des chefs d'entreprise, des médecins peut-être qui sont au quotidien, subissent des pressions, etc., de la société ou de leur hiérarchie. C'est quelque chose qui va venir aider ces gens-là à performer, peu importe le domaine, et en l'occurrence dans le sportif, c'est totalement vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais pour passer de la sophrologie qui c'est limite physique comme C'est quoi exactement Alors, en fait la sophrologie, en fait, c'est simple. C'est comme si je te disais, c'est des exercices que je vais te faire pendant une séance. C'est comme si je te disais, ferme les yeux et prends une grande inspiration. Ok, là, tu vas ressentir le calme en toi et tu vas le diffuser dans ton corps. Ça, c'est presque de la méditation, quoi. Ouais, il y a une inspiration méditation, il y a toute une partie, on va dire, exercice concret physique pour t'apprendre en quelques secondes à avoir un état de calme, à avoir un état de concentration, tout ça. Et après, il y a toute une partie où là, je vais t'emmener dans des visualisations où c'est très proche de l'hypnose, du style ferme les yeux. Donc il y a toute une phase d'induction que je vais vous passer, détends le corps, etc. Et après, à un moment donné, imagine que tu es sur le terrain et qu'il y a ce ballon qui arrive. Et ce ballon, juste avant qu'il arrive, la première touche, tu sens ce sentiment de confiance. Comme si la connexion entre le ballon et le pied, c'était ce lien de confiance, etc. Donc, ouais, je sens, ok, nanana. Et tu laisses s'installer ce sentiment de confiance en toi, etc. Nanana. Et maintenant, tu fais en sorte qu'il soit disponible à chaque fois que tu ailles sur le terrain, et ainsi de suite. Et après, tu lui donnes des ancrages pour qu'il puisse retrouver ce sentiment de confiance sur commande, tu vois. C'est quoi un ancrage, justement ? Un ancrage, en fait, c'est un lien que tu fais entre l'inconscient, du style, par exemple, si je te dis, est-ce que tu te rappelles à un moment donné où vraiment, tu étais très concentré, genre fluide, naturel. Ok, tu vois ce moment ? Ok. Maintenant, laisse ton inconscient redéployer tout ce moment-là. Rappelle-toi les sons qu'il y avait autour de toi. Rappelle-toi les odeurs qu'il y avait autour de toi. Rappelle-toi les gens, tout ça. Bref, d'un moment, il est installé dans ton esprit. Et maintenant, laisse une connexion s'établir entre ce moment et un mot. Et le mot, ça pourrait être, par exemple, concentré. Et laisse ton inconscient créer cette connexion. La sensation de concentration avec le mot concentré. Okay. Et en fait, quand tu travailles cette connexion, au bout d'un moment, il suffit de te dire concentré pour que ça te ramène ça. Et moi, forcément, je vais plus loin, je mets un geste. Et là, c'est là qu'on retrouve tous les gestes de sportifs bien connus, avec Cristiano qui... Oui. Et si vous remarquez bien, par exemple, il y a plein de sportifs avant un penalty qui vont avoir un point de fixation au sol. Ils regardent dans le vide, en fait. Ils regardent un point... Ils respirent, ils ont un rythme de respiration particulier parce que ils ont certainement travaillé avec ça. Et le mec le plus connu, moi en tout cas qui me marque le plus au niveau des ancrages, c'est Nadal. Nadal. Il se touche les fesses, boum boum. Tu dis le mec c'est un rituel, ça dure 15 secondes. Mais en vrai c'est 15 secondes pendant lesquelles il va chercher une sensation qui va lui permettre derrière de déployer un service de qualité, de maintenir sa concentration pendant le point. En fait c'est des points de un petit peu comme ce qu'on parlait juste avant le podcast pour les marathoniens qui prennent des gels pour se maintenir dans la performance, c'est un petit peu pour se maintenir dans sa performance, mais d'un point de vue mental. Genre, là, je veux être sûr d'être concentré pour le prochain point. Ok, je me mets une étape de reconcentration. Et ainsi de suite. En fait, les choses se font naturellement parce que tu les travailles avec, là, en l'occurrence, un prépa mental qui t'aide, qui te guide justement de, tiens, à la 30e minute, j'ai souvent un creux parce que X raison. Ok, c'est pas physique, c'est pas technique, c'est juste, j'ai un creux, je commence à sortir de mon match. Ok, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passe souvent, c'est que je fais des bonnes entames de match. Je rentre très bien dans mes matchs. Ok, ça, c'est déjà une bonne qualité. Mais comme je fais des bonnes entames de match, les joueurs qui font des bonnes entames de match, ils peuvent arriver avec ce phénomène entre la 10e et la 30e minute de, du coup, une partie de moi arrive à satisfaction un peu là. Je commence à me dire, ça y est, je suis dans ce match, je suis bien, etc. Donc, tu commences à futuriser ta performance. Donc, si je suis bien là, c'est-à-dire que là, je vais dérouler, je vais faire un gros match. Tu n'es plus dans le moment présent. Donc là, il y a un point de reconcentration à mettre en œuvre. Sinon, ta performance, elle commence à être en péril. C'est pas forcé. Mais on va dire que peut-être 3 performances sur 5, elles peuvent partir un petit peu en cacahuète, sortir des rails. Parce qu'à un moment donné, tu sors, tu es dans un état de satisfaction, tu n'es plus dans le moment présent, et ça y est, c'est fini. Et ce moment-là, il faut le maîtriser. Et comme tous les autres moments, par exemple, souvent le grand classique, c'est la gestion post-erreur.
l'erreur, elle est quand tu rates un omniprésente. contrôle, etc. Je rate un truc, Ouais. qu'est-ce que je fais? Tu vois, hier, quand je regardais le match d'équipe de France, France-Luxembourg, première minute de jeu, Kolo Muani, la balle, on lui fait la passe, elle passe sous les crampons. Là, tu sais, le contrôle vraiment raté, elle va en touche. Et là, du coup, j'ai été attentif à qu'est-ce qu'il a fait après. Bon, après, du coup, il a eu une période de 10, 15, 20 minutes où c'était quand même un peu compliqué, il a raté beaucoup de choses parce que je pense qu'il est mal rentré dans son match et que cette erreur, dès le départ, mal gérée, a contaminé, on va dire, 15-20 minutes de son match après. Et après, bon, il s'est remis un peu en selle, il a fini par marquer, donc ça l'a fait du bien. Et après, il a eu quelques actions significatives. Mais il a eu du mal à gérer cette erreur. Je pense que son début de match, son avant-match ne devait pas être terrible en termes de préparation mentale. Mais voilà, il y avait ce côté, effectivement, cette erreur-là, mal gérée, a entraîné des moments brouillons, une zone de sécurisation, un inconfort à la prise de risque. Et derrière, voilà, c'est tout Kolo Muani qu'il peut être. Ça reste un joueur qui est en pro au doute. Et à ce moment-là, les passes, elles arrivent moins, etc. Ok. Et du coup, toi, ton but avec les joueurs, c'est vraiment qu'ils puissent, entre guillemets, vraiment switcher psychologiquement. En gros, ok, je fais une erreur, boum, je repasse avec mon moyen d'ancrage, boum, dans le flow, entre guillemets, c'est ça? En fait, moi, mon but avec les joueurs, c'est de les mettre le maximum de choses en place pour que leur performance, elle soit sur des rails. Ok. Et que les rails, en fait, c'est une zone de maîtrise qui permet justement de se relâcher. Tu vois, c'est un peu comme quand tu apprends un truc par cœur, un texte par cœur. Imagine, tu as un texte de rap, tu vois, tu es rappeur, et tu es là, toutes les 2 secondes, tu es en train de regarder, ah non, attends, c'est pas ça, ah ouais, non, c'est pas ça. Versus le gars qui connaît par cœur et qui peut se permettre des flows, parce que comme je connais tellement bien le texte, je peux tenter ça. Mais si tu connais pas le texte, tu es comme un couillon en train de regarder ton truc, en train de dire, attends, ah putain, j'ai encore fait une erreur. Donc tu pas serein sur ton truc. Une fois que ta performance elle est sur des rails, parce que tu as la connaissance de toi, tu sais comment tu fonctionnes, que tu as ce côté, on va dire, j'ai identifié les points qui ont besoin d'être mis en place avant mon match, pendant mon match, après mon match, pour que ça marche. Après, le but, justement, c'est d'aider à aller encore plus loin, chercher des détails, pour que la performance, les petits détails qui peuvent la faire switcher, ils soient maîtrisés et que ces points de passage fassent que en fait, la performance continue. Et c'est là qu'on accède à des grands joueurs où tu les vois pas sombrer indéfiniment dans un match. Il peut avoir un 20 minutes compliqué, mais à un moment donné où le grand joueur, il a tellement une identité sur je vais faire un truc, car il finit toujours par être décisif. Et c'est pour ça qu'on dit, ouais, les Mbappé, tout ça, il faut pas les sortir du terrain. Parce qu'à tout moment, ils peuvent marquer. Okay. Parce qu'en fait, dans leur identité, c'est un peu comme le Real Madrid, la finale de Ligue des Champions, c'est qu'à la fin, c'est nous qui gagnons. Donc, vas-y, on peut subir, on peut prendre le bouillon même. À la fin, c'est nous qui gagnons. Mbappé, c'est, vas-y, je peux être nul, etc. À la fin, je ferai la diff. Et il en suffira d'une pour que ce truc-là devienne réel. Tu vois, et ce but-là, en fait, le but, c'est que les joueurs qui ne sont pas Mbappé, etc., en termes mental, deviennent, on va dire, pas Mbappé, mais deviennent, on va dire, des joueurs en maîtrise, qui soient capables de gérer, d'avoir une gestion du match qui incorpore la gestion post-erreur, la gestion de la mi-temps, la gestion de le coach, il m'a dit ça, j'ai reçu une consigne d'un coup, etc., l'adversaire m'a trash talk. Voilà, si c'est des trucs qui t'arrivent souvent et que c'est pas maîtrisé, tu joues à pile ou face. Tu lances une pièce et tu dis j'espère que je vais être calme après ça. Okay. Ah non, dommage, j'ai pas réussi. Ouais, c'est de l'ordre de la programmation en fait. Ouais, moi en tout cas, c'est ma méthodologie. C'est vraiment aller dans les détails de qu'est-ce qui se passe pour que la performance elle soit au maximum sur des rails. Et qu'après, quand la performance elle est sur des rails, qu'est-ce qui se passe? Le sportif, il peut atteindre plus facilement des états, je pense que vous en avez déjà dû en parler, des états de flow, des états de relâchement qui permettent l'expression technique. Un joueur technique, s'il est crispé, c'est mort. Donc, voilà, il faut permettre ça. Donc, à partir du moment où il a une structure qui le rassure, le joueur, un cadre où avant le match, je fais ça. Pendant le match, quand il se passe ça, je fais ça. Quand je commence à perdre le fil, je fais ça. Il est rassuré et il voit pas son match comme un truc insurmontable en mode presque de la prière, s'il te plaît, donne-moi le calme. Non, c'est du travail, le calme. Tu veux être calme sur le terrain, travaille le calme. Et après, le calme, tu vas le ramener naturellement, comme ce que tu fais à l'entraînement. Si physiquement, tu veux passer un cap de VMA, tu vas pas te mettre à prier, tu vas juste aller faire sortir les chaussures, faire du fractionné. Et après, c'est toi l'expert, mais c'est ça l'idée, tu vois. Et le calme, c'est pareil, ce travail, la concentration, etc., ce travail. Et du coup, par rapport au flow, pour que les joueurs puissent comprendre, est-ce que un joueur peut ressentir des manifestations physiques de l'état de flow? Comment on peut savoir qu'on est dans un état de flow? Là, je vais te parler de moi, mon état de flow. Ouais. Moi, j'étais... donc chacun, ça peut être différent, c'est ça? Je pense que ce que je vis, tu vas en tant que footballeur, tous, là, on va se... Voilà. Parce que moi, j'ai analysé, du coup, quand je me rappelle, là, j'étais dans le flow, etc. Okay. Moi, pour moi, l'état de flow, moi, j'étais au milieu de terrain, joueur plutôt profil, qualité technique, prise de balle, bonne qualité de passe, bonne qualité de frappe, pas très rapide, pas un dribbleur en 1 contre 1. Donc, tu vois, j'essaie de me battre avec mes armes je suis pas très rapide, un peu, entre guillemets, comme un Tony Kroos qui va pas te battre au 100 mètres. Donc, du coup, comment je fais pour garder un temps d'avance?
bah, je réussis mes contrôles, je vois avant. Tu vois, c'était un peu ça mon fond de commerce, moi, sur le terrain. Donc, du coup, moi, mon état de flow, c'était beaucoup une perception à 360 degrés de j'ai l'impression comme d'avoir des yeux dans le dos. En mode, il y a un mec dans le dos, je le sens, je sais qu'il est là. Ok. J'avais la sensation que je lisais hyper facilement les mouvements de mes gars sur le terrain. Donc, le mec qui partait là-bas, je sais pas, je l'avais vu et j'avais un accès au geste juste qui découlait de, par exemple, le mec qui fait un appel, ok, je suis pas gaucher, Ça part. mais ça part pied gauche, boum, je le sens. Et là, moi, quand j'étais dans le flow, j'avais vraiment un feeling avec la balle où j'avais vraiment l'impression d'avoir un lien, tu l'as dit, un lien intime avec la balle en mode, je sais exactement comment la frapper pour qu'elle arrive là. Tu sais, j'ai vu une zone, je la sens, et voilà. Et après, bah, c'est là où ta qualité rentre en ligne de compte. Moi, j'avais une bonne qualité de passe, donc la qualité de passe, bah, dans le flow, elle était à son maximum, mais ça t'invente pas des vies. Je vais pas commencer à mettre passement de jambe, accélération parce que je suis dans le flow. Non, j'ai pas cette qualité-là. Si j'ai quelques qualités d'élimination, je vais pouvoir être plus relâché et donc forcément plus instinctif. Mais globalement, le flow, moi, c'est vraiment une question de comment tu perçois ton environnement. Et moi, j'avais la sensation réellement que le match, il se jouait au ralenti. Putain, Oui, voilà, ce que voilà, j'allais dire. moi, c'est ce Le que match se j'allais joue au ce que ralenti j'allais dire. et moi, je Pareil. réfléchis à vitesse réelle. Donc, J'attendais cette phrase-là. Tout à l'heure, je suis en train- Putain, c'est quoi il va le dire? C'est trop ça. Moi, j'étais gardien de but. Quand il y avait une frappe en lucarne ou quoi, j'avais cette qualité. J'étais très bon sur ma ligne. C'était ma grosse qualité forte. Et quand il y avait une frappe, quand je voyais que tout se ralentissait et que j'étais comme ça, je savais que j'allais l'arrêter. C'est cette sensation qui me disait que la frappe, j'allais l'arrêter ou pas, tu vois. Et des fois, l'action se passait trop vite. J'étais pas dans le flow. L'action se passait beaucoup trop vite et but. Et je pouvais juste rien y faire. Et là, t'as cette sensation de, tu sais, le gardien battu qui reste sur sa ligne, qui tente rien limite, parce que en fait, l'action va plus vite que toi. Mais quand j'étais dans cet état de flow, c'était exactement ça. C'était le monde s'arrête et moi je suis là comme ça et je la sors du bout du doigt. C'était vraiment ça. Moi, mon état de flow, c'était quand, par exemple, j'avais un ailier qui pouvait être grave technique, grave rapide, etc. Et je voyais que sur chaque duel, j'arrivais, boum, récupérer la balle. Boum, récupérer la balle. Ça combinait quand je récupérais. Ça combinait, je pouvais centrer. Quand je savais que pendant 5-10 minutes, tout était fluide comme ça, je me disais, putain, on dirait que je peux tout réussir aujourd'hui. Et c'est vraiment puissant. Et je trouve que même... est-ce que c'est possible que toute une équipe soit en état de flow? Ah ouais. C'est possible, tu vois. Bah, toute une équipe, mais genre qu'il y ait des. Moi, je pense que les états émotionnels, ils se contaminent. On se contamine tous dans une équipe. Tu vois, c'est pour ça que des fois, c'est fatal pour une équipe. Il suffit qu'un mec, il s'arrête en pleine action, qui commence à avoir un geste d'humeur, pour que ça commence à contaminer. Ah, lui, il a fait ça, bah vas-y, nanana. Ah, bah pourquoi je vais aller me taper, etc. Pour qu'émotionnellement, le truc s'inverse. Et pareil, il suffit dans une équipe qu'un mec mette le pied sale, gros duel, pour que ça réveille tout le monde et d'un coup, on se dise, ah ouais, putain, là, on y va. Et ça lance un temps fort. Mais oui, totalement, ça se fait à une équipe. Et est-ce que tu as déjà vécu, genre, ce côté, genre, t'es dans le flow? Et bon, peut-être toi, en tant que gardien, c'est peut-être moins le cas, mais comme toi, tu étais sur le terrain, où genre, tu fais une passe, t'as même pas vu où tu l'as donnée, et c'est après que tu découvres, tu dis, putain, je l'avais pas vu, mais j'ai senti un truc, je l'ai fait sans regarder. Et en fait, le gars, il y a un gars qui déboule, et tu te dis, waouh, j'ai fait avant d'avoir réfléchi. J'ai une action en tête, ouais. Si, c'est vrai, ça peut ouf, arriver. Mais est-ce que, toi, dans tes coachings, etc., avec les différents sportifs, pas forcément que les footballeurs, tu ressens une problématique qui est commune, qui revient souvent? Bah, la plus grande problématique, moi, telle que c'est formulé par les sportifs, c'est j'arrive pas à être libéré sur le terrain. Okay. C'est comme ça qu'ils le formulent. Et après, moi, comment je le décode, c'est que c'est toujours, très souvent, déjà à la base, un problème d'estime de soi. Ça veut dire, en gros, je n'ai pas la sensation, tu vois, c'est comme si tu as un défi. Le défi, il est à ce niveau-là. Si toi, tu as la sensation d'être à ce niveau-là, bah, pas de souci, tu te dis, tranquille, le défi, je suis au niveau. Mais si tu as tendance à te dévaloriser, à te sentir, à moins t'appuyer sur une certitude qui est, vas-y, je suis le meilleur, je le sais, je viens le montrer. Et que du coup, cette certitude-là n'est pas présente, du coup, tu doutes. Donc du coup, le défi, tu commences à le regarder en mode, waouh, c'est un grand truc, et je suis pas certain d'avoir les qualités pour faire face à ce défi. En fait, je suis pas sûr de pouvoir relever ce défi. Tu vois, pour rien te cacher, je cours le marathon dimanche, je suis pas serein, parce que comme c'est mon premier, je suis pas sûr de pouvoir relever ce défi. Je me suis entraîné, mais je découvre. Donc en fait, là, j'ai un petit problème d'estime de moi, clairement. Sur ce marathon-là, où je me dis, bah ouais, c'est mon premier, est-ce que je vais tenir, est-ce que si, est-ce que. Mais quand on est footballeur depuis 10 ans, comment ça, t'es pas sûr de pouvoir relever ce défi? T'as déjà 300, 400, 500, 1000 matchs depuis les catégories U9, tout ça. De quoi tu doutes? Bah, c'est là le problème. C'est que parfois, t'as des joueurs, même à 24 ans, 25 ans, professionnels, qui n'ont pas ancré une estime d'eux-mêmes suffisamment forte. Donc, du coup, ce qui fait qu'après, l'identité qu'ils déploient sur un terrain n'est pas au niveau demandé. C'est-à-dire que, bah, à la fin, on trouve des gardiens qui vont être dans l'identité du gars numéro 2. Ça veut dire, typiquement, genre, moi, j'arrive dans un club, je mets
tout le monde d'accord sur mon niveau. Par contre, au moment où je commence à devenir titulaire, petit à petit, je m'effondre, juste pour reprendre ma place de numéro 2. Parce qu'identitairement parlant, en fait, j'arrive pas inconsciemment à me voir autrement qu'un numéro 2. Donc en fait, je mets en place toutes les scénarios possibles pour me retrouver à un moment donné dans ce club-là, numéro 2, genre on t'a donné un contrat, tout va bien. Mais par contre, quand on me donne la place du numéro 1, je suis pas prêt. Voilà. Et ça, à Roland-Garros, on le voit plein de fois. C'est chaud. Des numéros 1 qui jouent contre des numéros 1 mondiaux. Genre, j'avais regardé le match de Swiatek qui jouait contre Osaka. Donc, c'est 2 tennis women. Osaka, elle tenait Swiatek numéro 1 mondial dans la main. Elle n'avait plus qu'à la punir, balle de match. Et là, elle a commencé à bégayer. Parce que dans son identité, c'était en mode je suis pas la meuf qui bat la numéro 1 mondiale, moi. Ouais. Genre, moi, je suis une outsideuse, tout ça. Là, j'ai fait mon match. Dortmund-Real Madrid, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dortmund, eux, ils se voyaient comme nous, on arrive en finale. Nous, on est des outsiders. Nous, on veut montrer qu'on est légitime à être là. Bah voilà, vous avez montré, les gars. Vous avez fait une bonne finale. Et le Real, eux, ils se disent nous, on s'en fout de la légitimité. Nous, ce qu'on vient chercher, c'est la coupe. Donc, moi, je suis là pour gagner. Donc, l'identité, elle est câblée pour gagner. Et en fait, au niveau individuel, bah, en fait, on a tous plus ou moins des blocages identitaires qui, à un moment donné, deviennent nos freins les plus grands quand on veut passer des caps. Et si tu travailles pas dessus, voilà. Et tout se rejoint, l'estime de toi, l'identité, tout ça. Donc en général, ce problème d'être non libéré sur le terrain, de manquer de liberté, de pas exprimer son potentiel, d'être un joueur pile ou face. C'est-à-dire un coup ça va pas. Ça vient pour moi de l'estime de soi, de cette identité à la base. Et après, c'est tout le travail que tu vas déployer. Mais déjà, le premier problème, souvent, c'est ça. Okay. Moi, quand j'entends tout ça, ça me parle déjà, je pense que ça nous parle à tous. Et je me dis que ça sort pas d'hier, la préparation mentale. Tu vois, c'est quelque chose qui date. Ça sort pas d'aujourd'hui, pardon. C'est quelque chose qui date depuis des années. Il y a forcément des gens qui ont travaillé dessus, qui ont fait des études, etc. Ouais. C'est pas un truc, du jour au lendemain, je suis préparateur mental. Comment on t'explique, toi qui es dans le milieu, qu'avec toutes ces années d'expérience sur ce domaine-là, aujourd'hui, ça soit pas encore un truc établi dans les centres de formation, par les coachs de sport individuel, le tennis ou quoi. Mais moi, j'étais au Stade de Reims en club de Ligue 1 en centre de formation, on n'avait pas de prépa mentale. Comment c'est possible, genre ? Je te rassure, au Stade Rennais, bref, il y en a plein. Enfin, après, je vais dire des noms, on va dire si, on en a un. Mais bon, il y a plein de. J'ai des joueurs dans des centres de formation, en tout cas, qui passent par des prépas mentaux extérieurs comme moi. Tu vois. Pourquoi moi, déjà, ce qui m'a choqué, c'est que moi, je suis coach parce que j'ai dû arrêter ma vie de footballeur à cause de problèmes de hanche. Le médecin m'a dit stop. Donc, du coup, j'ai embrayé sur une petite vie de coach, là, dans un club de région, département. Enfin, voilà, moi, j'ai une équipe de U16D1. Donc, je fais des formations à la FFF pour être crédible quand même, pour comprendre un peu qu'est-ce qui est attendu comme comportement de l'éducateur, tout ça. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Je veux pas faire les trucs à l'arrache. À un moment donné, je veux qu'on me dise c'est quoi le référentiel. Donc, je fais les formations. Et dans les formations, les mecs, ils me disent il y a le pied tactique, technique, tactique, mental. Et en fait, j'entends beaucoup parler de l'aspect technique, tactique, physique dans la formation de coach. On sent que c'est vraiment prépondérant. Et après, d'un moment, je demande, du coup, le mental, c'est quoi votre vision ? Vous, la FFF, qu'est-ce qui est dit à la FFF au niveau du mental ? Pour eux, en fait, il suffit que tu sois sur un terrain de foot et donc, du coup, tu travailles le mental. Ah ouais. Pour eux, en fait, l'aspect mental, c'est intégré. Ouais. C'est genre, t'as raté ton contrôle, allez, reprends-toi et tu réussis ton contrôle. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, c'est-à-dire que même à l'essence même, donc à la FFS, donc au cœur du truc, le mental, pour eux, c'est pas travaillé, quoi, en fait. Le mental, pour eux, c'est quelque chose qui est associé au terrain. Et ça, cet élément-là, associé au fait qu'un coach, pour lui, un coach, on va dire Didier Deschamps, tout ça, tu vois, les top coachs, pour eux, c'est eux l'aspect mental. Donc du coup, ça fait qu'il y a comme un verrouillage à un moment donné de non, là, ça crée un bug dans leur tête. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est que l'aspect mental, oui, tu vas donner déjà à un joueur énormément de confiance en lui donnant du temps de jeu, des choses comme ça, ta relation au quotidien. Mais après, suivre individuellement un joueur, c'est vraiment creuser son histoire. En fait, c'est la même chose que d'aller voir un psychologue. Tu vois, il y a le coach, etc. Et le psy à qui tu vas déballer toute ta vie. Donc moi, je suis pas exactement ça. Mais ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment donné, on est centré sur toi, sur tes problèmes, sur ce qui s'est passé, sur ce que tu as besoin de travailler. Et ça, le coach et un staff ne peut pas le faire. Non. Parce que tu as 25 joueurs, bonne chance pour aller suivre chacun. Et puis, pour travailler en centre de formation, il y a un moment donné où il y a un bug dans le système du joueur. C'est en mode, ce que je ressens, je lui dis ou je lui dis pas, parce que ça peut me niquer ma place pour samedi. Si je lui dis, je suis pas en confiance, là, rien ne va, dans ma famille, ça va pas. Est-ce que si je dis ça, je suis pas en train de me mettre directement sur le banc parce que, c'est logique, si le coach il entend ça, il va pas te mettre sur le terrain.
Il y a conflit d'intérêt total. Et du coup, toi, tu es une personne qui est vraiment neutre, qui fait que les joueurs arrivent vraiment à se livrer vraiment avec toi, c'est ça? Voilà, moi c'est ça en tout cas, c'est un cadre clos. Moi même, il y a des moments où le conseil que je vais donner à un joueur, c'est pas quitte le club, mais réfléchis-y, parce que tu vois bien que le contexte, l'état, etc. Je suis pas agent, mais des fois, tu sais, vraiment c'est logique. Tu te dis, écoute, t'es pas bien, mentalement, t'es pas bien dans ce club-là. On peut travailler ci, ça, mais il y a... Voilà, donc moi je vais parfois à l'inverse de l'intérêt d'un club. Tu vois, et parfois, je vais prôner l'intérêt d'un club en mode, accroche-toi, là, c'est pas la faute du coach. Voilà. Ça dépend, en fait. Chaque cas est différent. Mais c'est clair que, pour moi, il y a conflit d'intérêt. Il y a conflit d'intérêt parce que, il y a ce côté, effectivement, tu vois, c'est comme des analyses vidéo dans un club. L'analyse vidéo, il va t'analyser en fonction de la tactique qui est prônée par le club, mais est-ce qu'il va vraiment chercher à te faire progresser toi, personnellement, tu vois? Ouais. Pas forcément, tu vois. Donc, c'est pareil que d'avoir un analyse vidéo de club qui va venir, qui va te faire ton highlight et tu vas dire voilà, le comportement attendu c'était ça, versus un analyse vidéo personnalisé qui va te dire maintenant si tu veux passer un cap et viser peut-être, là je dis n'importe quoi, tu es au Stade Rennais, d'aller à Manchester United, oui, il te manquait ça. Mais ça, le mec de l'analyse vidéo du Stade Rennais par exemple, il va pas te dire comment aller à Manchester United, tu vois ce que je veux dire? Mais vous savez que, désolé de te couper, mais plus on parle, plus on voit que les ambitions que les gens ont dans le football, plus je me dis que en réalité, le football, c'est un sport individuel dans un sport collectif. Hein. Bah oui. C'est vraiment un sport individuel dans un sport collectif. Parce que si derrière toi, t'arrives pas. Si tu mets pas tout en place, au bout d'un moment, c'est mort, tu vois. Et c'est de plus en plus vrai. Bah oui. Parce que même les coachs aujourd'hui, ils ont leur propre intérêt. On en parlait dans le podcast avec la Magnane, là, où même un coach, il va mettre en place une équipe en mettant peut-être de côté certains joueurs qui ont des qualités pour gagner le championnat ou pour atteindre des objectifs que la hiérarchie lui aura demandé. C'est-à-dire que tout joueur, alors faut pas non plus jouer que pour soi et se dire je m'en bats les couilles de l'équipe, le plus important c'est moi, c'est ma gueule, etc. Mais tout ce que vous allez mettre en place au quotidien, c'est pour vous faire progresser vous et que vous puissiez atteindre un niveau supérieur, etc. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, je comprends mieux pourquoi c'est pas encore le cas et pourquoi ça sera peut-être jamais le cas dans les clubs d'avoir des préparateurs mentaux, parce que du coup, il y a ce conflit d'intérêt où le préparateur mental, lui, il est là pour l'intérêt du joueur, alors que le club, il n'est pas forcément là pour l'intérêt du joueur. Il est là pour l'intérêt du club. C'est ça. Je pense que l'avenir des joueurs, c'est d'avoir des staffs un peu autour d'eux, C'est ça. en fait. C'est ça. Et Comme ce qui se fait en pro, en C'est fait. déjà ce qui se fait en pro. En fait. C'est comme ce qui se fait en pro. Et, Benzema, il a un cuisinier, il a un physio, il a les meufs là qui viennent faire les ventouses là. Tu sais, moi, j'ai toujours, on dirait une abeille le gars. Voilà, il a, je pense, un préparateur mental, un préparateur physique, un coach de musculation. Je pense qu'il a tout, tu vois. Mais, tout est fait. Mais du coup, toi, pour bien comprendre ton parcours, dans un premier temps, tu étais coach d'une équipe de jeunes. Ensuite, tu as fait prépa mentale ou bien c'était déjà. Non, je suis devenu coach d'une équipe de jeunes l'année dernière. Ok. Moi, ce qui m'a mené à la préparation mentale, en toute honnêteté, c'est parce que j'avais des gros problèmes du coup mental en match. C'est-à-dire que le truc typique, c'est à l'entraînement, à l'aise, en match. Voilà, à l'entraînement, je suis un joueur niveau 85 dans FIFA, on va dire ça comme ça. Si je vais schématiser, en match, je suis un 72. Il est très moyen lui. Tu vois, alors que c'est frustrant. Et en fait, ce qui m'a mené à ça, c'est que moi, mon père, c'est un connaisseur de foot, etc. Et on a passé énormément. Il a ce côté un peu psychologue, etc. Enfin, c'est quelqu'un vraiment très centré sur l'humain, tout ça. Et il a passé des heures et des heures avec moi à débriefer les matchs, à dire, tu vois, mais là, le relationnel avec le coach, etc. En fait, j'ai passé des heures à me m'auto-diagnostiquer, à tel point qu'en fait, au bout d'un moment, je commençais à comprendre ce qui se passait dans la tête de mon voisin, etc. Donc, au bout d'un moment, et ça, jeune. Donc, du coup, au bout d'un moment, c'est devenu tellement naturel. Et c'est limite le moment que je préférais, c'était le moment du débrief. Ouais, j'ai fait un bon match, tu vois, parce que nanana. Et puis, t'as vu cette action-là, nanana. Et moi, en fait, limite dans un match, ce que je préfère, moi, c'est le moment du débrief, quoi. C'est le moment où on fait un point sur la performance. Donc, du coup, en fait, c'est naturel que j'en ai fait mon métier, puisque c'était presque mon moment préféré du match, quoi. Le moment où tu t'analyses. Donc c'est ça qui t'a vraiment fait aimer le côté auto-analyse et préparation mentale. C'est vraiment cet aspect-là. Mais c'est parce qu'on a mis toujours beaucoup de vérité et pas beaucoup d'ego dans ce qu'on se disait avec mon père. C'était toujours, là tu vois, je pense que tu pourrais faire mieux parce que nanana. Là tu vois, tu joues pour le coach, etc. Tu sais, c'était vraiment des analyses où tu te contentes pas de dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Vas-y, il faut que tu fasses mieux. Nanana. Non, c'était il y a beaucoup de bienveillance, etc. C'était vraiment que de la bienveillance en vrai, tu vois. Pas de pression mise de l'un ou de l'autre. Et du coup, en fait, c'était vraiment un échange. Et ça me permettait en fait moi de progresser. Et après moi je pense comme nous tous, c'est un peu une relation un peu avec le développement personnel. De près ou de loin, on en a tous une. Sinon on ferait pas les métiers qu'on ferait. Et du coup tu transposes un peu à tout ça. Après il y a un attrait. Et la suite logique c'est de te dire maintenant je vais aider les gens à faire ça parce que ça fait des années que je le fais pour moi, donc je vais le faire pour les gens. Tu vois. Et est-ce que, parce que vu que avant tu coachais un peu monsieur, madame, tout le monde, est-ce que tu vois par exemple des similitudes entre les sportifs, donc les athlètes de haut niveau, et monsieur, madame, tout le monde? Ouais, c'est des êtres humains. Donc
en vrai, c'est toujours un rapport avec le défi. Si demain tu passes un permis de conduire, Ouais. vu que tu as un côté social, genre je l'ai pas, et c'est un peu la honte si je l'ai pas, un côté pratique, ça serait quand même bien de l'avoir parce que j'en ai marre de faire Moissy-Cramayel Paris en transport. Tu vises personne. Je vise personne. t'inquiète. Et un côté, on va dire, financier. Du coup, ça te crée un défi. Genre, voilà, putain, j'ai aucun intérêt à le rater, ce truc-là. Donc, pression. Tu vois, tu passes le permis de conduire, c'est tout de suite qui je suis dans ce truc-là. Est-ce que je suis ce gars qui a le permis? Et voilà. Et combien de fois t'entends la personne qui a raté 3 fois le permis, mais elle en est à 60e heure de conduite. En conduite, ça se passe très bien. Et dès qu'elle a... Là, on est dans la préparation mentale. Les gens qui stressent aux examens, moi, c'était pas mon cas. Personnellement, les examens, c'était pas une source de stress. Voilà. Les gens qui stressent à l'oral, pareil, c'était pas vraiment mon cas. Mais combien de fois j'ai vu des gens être genre tétanisés alors que, mais frérot, tu sais parler, tu t'es même intéressant comme garçon. Donc pourquoi le fait de le faire devant plusieurs personnes, ça pose problème? Et bah ça, c'est les défis du quotidien. Et après, on va dire que le commun des mortels, ils vont avoir plus, peut-être, encore que non, des trucs de surmenage, de manque peut-être d'alignement, ça, si, c'est un petit peu plus réel, de manque d'alignement entre la carrière et la vie. Genre, alors que normalement, le footballeur, on va pas se mentir, il est censé être quand même dans une carrière passion. Oui. Ce qu'on retrouve moins dans le commun des mortels. Dans le commun des mortels, On bien va sûr. se mentir, les banquiers, ils sont pas passionnés par le système bancaire à la base. Ouais. Donc, c'est plus, après, ils ont trouvé un intérêt. Alors que le footballeur, j'ose espérer qu'il y a eu une passion à un moment donné. Sinon, c'est... De toute façon, je pense que tu peux pas atteindre ce niveau de réussite sans qu'il y ait quelque chose qui t'attire dans le métier que tu fais. C'est pas possible. Non, c'est clair. Mais du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit et pour revenir un peu aux footballeurs et aux sportifs, moi je trouve qu'il y a un gros tabou autour de la préparation mentale. On a la communauté de footballeurs, pas pour stigmatiser, mais c'est quand même souvent des jeunes, des fois de quartier, qui voilà, on monte pas nos sentiments, on n'aime pas dire ce qu'on pense, on est viril, on est Totalement. je veux pas montrer que je suis faible ou quoi, on est vraiment dans ça. Et donc ça se retranscrit dans ce que je veux dire, c'est que il y a ce tabou où j'ai pas envie de montrer aux autres que je suis faible ou que moi aussi j'ai des doutes, alors qu'on doute tous, peu importe qui on est. Et comment tu t'arrives à du coup débloquer ce truc-là quand t'es avec un jeune en coaching? C'est quoi? C'est ton argument d'autorité qui fait que je sais, donc écoute-moi, j'ai rien à voir avec les potes, avec les équipes, donc tu peux me faire confiance. C'est quoi? Comment t'approches le mec? Après, je pense que si le mec il fait la démarche d'aller vers lui, c'est que déjà il est dans une démarche où déjà. il est prêt la à première se étape, livrer. c'est même pas ça. C'est ça le gros problème, par exemple, d'être en centre de formation. Voilà, c'est que j'allais venir. C'est que le gars, il a pas choisi d'être là. C'est ça. Donc, moi, j'ai eu le cas au Paris FC où un mec, le jour de la séance, était en garde à vue. Donc là, c'est encore un autre problème où tu te dis, gros, t'es aux portes de la Ligue 2, tu finis en garde à vue, c'est-à-dire que t'as pas quitté la vie du quartier. Peut-être c'est une erreur, je sais pas, hein, à toi de faire le calcul, mais peut-être c'est une erreur mise sur toi. Voilà, voilà. Et le truc, c'est que moi, la personne qui vient me voir, elle a déjà cette humilité parce qu'elle s'est pris un mur. Il y a personne qui vient me voir parce que tout va bien. Oui. Tout le monde vient me voir parce qu'à un moment donné, voilà. Et en fait, les joueurs viennent me voir parce qu'ils se sont pris un mur, le mur que tous les joueurs vont se prendre un jour, et qui vont faire que ce mur-là, il va devenir bénéfique parce qu'il va te ramener à l'humilité, au travail, etc. Et qui va te faire te poser des premières questions sur toi. Tu vois, on parlait à un moment donné, il fut un temps d'un Ryan Cherki comme d'un prodige, etc. Et tu vois que le problème d'un Ryan Cherki, c'est pas son talent, c'est pas tout ça, c'est qu'il s'est pas pris un mur véritable, je pense, en centre de formation, parce qu'il a dû passer les étapes sur une jambe en centre de formation. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont dû lui mettre de l'exigence, tout ça, mais mec, quand c'est un prodige et qu'à 16 ans, il est déjà dans le groupe pro, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est ça, oui, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Exemple, C'est humain. Case Ruiz, je sais pas si vous avez vu, il a Oui. signé là récemment En Belgique. Belgique. Belge, en ouais. D2 belge. Son agent, c'est un ancien mec de télé-réalité. Enfin, la descente aux enfers, il sort de la Masia quand même à la base. Hein. Mais c'est ce que tu dis. Et c'est du PSG. Et du PSG. C'est que le mec, moi, je l'ai connu en centre. Personnellement, j'étais avec lui en centre. Et c'est ça, c'est qu'en fait, tout est ouvert devant lui et donc il a zéro limite. Il y a aucun cadre autour de lui. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Quoi qu'il arrive, il sera pro et il réussira. Qu'est-ce que tu veux faire avec un mec comme ça, quoi? C'est pas lui personnellement, c'est même pas de sa faute d'ailleurs, c'est de ce qu'on a fait de lui et tout l'entourage qu'on a mis autour de lui. C'est ça le problème, c'est même pas la personne en elle-même, tu vois. Mais ouais, Si tu te prends pas ce mur à un moment donné, tu finis souvent, et ça souvent c'est l'entourage, etc. Mais c'est aussi les éducateurs, justement, le gars c'est une star, faut peut-être lui en demander 2 fois plus, faut essayer d'aller justement le mettre vraiment, le pousser dans ses retranchements, etc. Parce que dès qu'il va arriver en pro, ça va arriver, le mur va se le prendre, il va passer sa vie sur le banc, et là à ce moment-là c'est très dur. Et tu vois, Ryan Cherki c'est quand même un gars où il a quand même eu du mal par rapport au talent qu'il a à s'acclimater au monde pro. Ouais. Et c'est dommage parce que je pense qu'effectivement, là, il doit peut-être remettre en question certaines choses. On va voir la suite de sa carrière, mais en tout cas, jusque-là, ça n'a pas été fou par rapport à ce qu'il aurait pu faire.
Et on voit un Warren Zaïre-Emery qui arrive quand même avec d'autres dispositions dans le monde pro, à peu près au même âge. Et on sent qu'il y a déjà cette humilité qui est là. Je ne le connais pas, ce garçon, mais il y a déjà certainement un attrait pour le travail, une écoute si on lui donne des conseils, des choses comme ça. Et bah, ça donne ce que ça donne. Tu vois, il y en a un qui est en équipe de France, l'autre qui va peut-être éventuellement être en équipe de France. Un jour, on verra. C'est même pas sûr. Du coup, est-ce que toi, dans toutes les personnes qui te contactent pour que tu les accompagnes, c'est que des personnes qui ont pris le mur, comme tu le dis, ou c'est des personnes parfois qui se disent, OK, je sens que je suis bon, j'ai un potentiel, mais je vais encore optimiser ça? Ça arrive que j'ai des gens qui soient un peu dans cette démarche-là, mais c'est parce que souvent, c'est des gens qui ont déjà cette capacité d'introspection à se dire, OK, je pourrais encore optimiser certaines choses. On va pas se mentir, c'est des gens qui sont très matures déjà sur eux-mêmes et qui ont une vision très claire de j'ai des objectifs et je veux tout mettre en œuvre pour les atteindre. Genre, je veux pas laisser un détail au hasard. Donc oui, ça arrive, mais la plupart du temps, effectivement, c'est des gens qui arrivent et qui sont dans une situation de contre-performance ou d'irrégularité un peu sévère, ou simplement des moments où tu te dis, là, en fait, simplement, j'y arrive pas du tout, en fait, tu vois. Avant j'étais bon, maintenant j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est souvent ces gens-là effectivement que je récupère. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que cette capacité à justement à ne pas bien gérer ce mur quand tu prends un échec, etc. Est-ce que tu penses que ça tu peux le travailler? Est-ce que tu peux le prévenir en amont ou pas? Ou c'est vraiment que quand tu arrives à l'instant T que forcément tu peux travailler dessus? En fait, globalement, cette notion de se prendre un mur, c'est quand tu es trop constamment tourné vers la notion de résultat. Ouais. Si tu te déconnectes de la volonté de progresser dans ton jeu, etc., et que tu n'es que identifié à tes résultats, ça veut dire qu'en gros, il y a un moment donné où tu seras justement remplaçant, où tu seras peut-être non reconduit par ton club de formateur, pas conservé, et du coup, ton identité n'était bâtie que sur des résultats qui ont été peut-être faciles à obtenir parce que le processus normal d'un mec qui arrive en centre de formation, c'est quand même, je viens d'un plus petit club, parce que c'est rare que le mec qui commence au PSG quand même. Ouais. J'ai survolé dans mon plus petit club, donc je suis un peu le cadre là-bas, j'arrive en centre de formation. Et là, tout change. J'ai plein de gens qui arrivent en pôle espoir, par exemple, dans des pôles espoir. Et attends, avant, j'étais en train d'être le cadre, c'était très facile. Et maintenant, j'arrive et putain, il y en a d'autres qui sont bons, en fait. Ouais, et du coup, voilà, quand tu es identifié qu'aux résultats, etc., que tu t'es baigné dans voilà ce que je procure comme sensation chez les gens, etc. En fait, les motivations externes à toi. Et là, à un moment donné, tu es quasiment sûr à un moment donné de te prendre le mur. Alors que quand tu arrives déjà jeune, et j'en ai des jeunes qui sont surprenants, j'en ai un en tête qui est déjà à 11 ans avec son père, je l'avais hier en séance. 11 ans. Son père, c'est son père qui l'a amené, à moi, mais très connecté à moi, je veux progresser, nanana. Et quand tu es connecté à des motivations internes, donc ma progression, je me désengage un peu de la relation avec le coach, parce que moi, ce que je veux, c'est aller plus loin. Enfin, tu vois, j'ai déjà conscience. Et là, effectivement, tu vas te manger comme tout le monde, des moments où ça va être un peu dur. Voilà, il n'y a aucune vie qui est facile, mais ça va être beaucoup mieux géré. C'est sûr que le mur, il est là quand tu es full ego, full moi je et résultat. En fait, quand tu es dans la volonté de faire pour les autres, la volonté de montrer aux autres, ça, c'est une motivation qui, à un moment donné, va t'emmener dans le mur. Sûr. Parce que, un Matuidi, pour moi, c'est l'exemple. Tu vois, il est en mode, tu me mets remplaçant, mais je sais qu'un jour, je serai titulaire. Et je le fais pas pour les autres. C'est moi, je crois en moi. Je sais pas, tu vois, il dégage un truc, ce gars-là. Tu sais, c'est comme les mouches. T'arrives pas à l'avoir. Il est increvable. Tu peux pas l'avoir. Il t'esquive, bam, bam, bam. Il a fait toute sa carrière comme ça, à toujours partir outsider et à toujours finir titulaire indiscutable chaque année. Et voilà. Un Giroud, ça peut être aussi un bon exemple. Valbuena, il fut un temps. Voilà, t'as plein de mecs comme ça. Et voilà, c'est pour moi le meilleur exemple qu'on ait en France, c'est ces mecs-là. C'est pas Mbappé, tout ça. Inspirez-vous, les gars, de mecs comme Giroud, comme Valbuena à l'époque, comme des mecs qui... rien n'a été facile, mais ils continuent. Ils sont décriés, mais ils continuent. Parce qu'en fait, ils croient profondément en eux. Ils sont pas dans une logique de « je veux absolument montrer aux autres ». C'est moi, je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller. Et c'était ça que je reprochais à certains joueurs du centre de formation. C'était au PFC, c'est qu'il y avait vraiment des joueurs qui s'étaient appropriés leur objectif en mode « moi, je m'en fous du regard des autres, je vais travailler sur le terrain seul, voilà, et je vais faire mes gammes devant les buts, bam, bam, bam ». Et tu avais les mecs dans les vestiaires qui, eux, avaient aucune envie de travailler en plus et étaient en train de tailler le gars qui était sur le terrain. Ouais. Et il y en a un qui s'est approprié l'objectif en mode « je sais où je veux aller, je sais ce qu'il faut mettre en place pour l'avoir et je sais que ça passe par le travail, donc je mise sur le travail et ses effets long terme ». Et il y en a qui ne voient que le « vas-y, je suis remplaçant, vas-y, il m'a saoulé le coach là, vas-y, c'est bon, vas-y, de toute façon, c'est un suceur », tu vois. Et lui, résultat, ça fait plaisir à personne d'être remplaçant. Mais le gars qui est centré sur la progression, les motivations internes, ce gars-là, il connecte
Cet moment d'être remplaçant à bah vas-y tranquille, je vais faire ça, nanana, ça va être 10 minutes, je vais rentrer 10 minutes, je vais marquer mon empreinte sur le match, voilà, et c'est un mindset complètement différent. Et du coup, quand tu étais au PFC, est-ce que tu as croisé peut-être Jawen Adjam ou pas? Alors j'en entendais parler mais je l'ai pas eu. Ah, tu l'as Mais pas eu, par ça? contre ouais, en fait l'année d'après je crois le PFC Ouais. où j'étais, il a pété, il est arrivé en Ligue 2, C'est ça. etc. Il est parti à Nantes et là, il a signé. Ouais. Young Boys. Young ensuite. Mais j'en avais déjà entendu parler, je crois qu'il a pas fait équipe de France, pas espoir mais U16 ou je sais pas quoi. Si, et après, il a décidé de jouer pour. L'élan. l'Algérie. Ah là, le Ouais. Rampal, il est en sélection là avec l'Algérie. Ouais, mais je crois qu'il était en équipe de France Ouais, il U16 était à l'époque. en équipe de Et France. du coup, ouais. bah, j'en avais entendu parler en parlant avec les coachs, de la même façon qu'à l'époque, j'avais entendu parler genre de Ryan Cherkis qui jouait Lyon à un moment donné. Ouais, on va jouer lui. Ousmane Camara aussi, peut-être. Ouais, bah, pareil, j'en entendais parler, un défenseur central. Voilà. Bien J'ai pas côtoyé ces gars-là. J'en ai entendu parler parce que c'était les petites pépites du centre à ce moment-là, quoi. Ok. D'ailleurs, parce que les joueurs adorent la démonstration par l'exemple de ce que dit Nicolas. Moi, j'étais au PFC, pas au même moment où Nico y était, mais l'année d'après. J'étais en Ligue 2 avec le PFC. Sur les joueurs que tu as accompagnés, celui qui s'entraînait sur le terrain en plus, il est devenu pro. Ouais. Les autres, on sait pas où ils Et sont. c'est réel, hein. Et Ouais, c'est c'est juste réel, une ouais. vérité. Je le démontre et je le dis parce que je les ai connus et je les connais très bien. On va pas dire de nom parce que c'est pas le but. Mais c'est une vérité. Adjam est pro, Ousmane Camara est pro. Monsieur qui s'entraînait sur le terrain est pro et pas les 4 autres et celui qui est en garde à vue. Malheureusement, ils le sont pas aujourd'hui. Et du coup, toi, imaginons que moi je suis joueur et j'ai envie de te contacter pour que tu puisses m'accompagner. C'est quoi un peu ton processus de travail? Comment tu mets les choses en place avec les joueurs? Tu veux dire une fois qu'il est rentré dans mon accompagnement? Voilà, une fois qu'il est rentré. Ok. Bah, moi, en gros, la première chose que je travaille, comme j'ai dit, c'est toujours le pilier identité. Moi, je te dis un peu ma méthodologie. Je travaille toujours le pilier identité, les blocages, etc. C'est la première chose. Ensuite, je vais passer sur un moment où je vais lui faire des tests psychologiques, des tests d'estime de soi, des tests motivationnels, etc. pour en apprendre plus sur lui, pour justement après adapter un travail mental. Parce que pour moi, le travail mental, c'est vraiment quelque chose qui se fait au quotidien. C'est pas un truc genre le samedi, je fais ma prière pour être calme sur le terrain. C'est du lundi au vendredi, si tu as des problèmes de calme, tu vas travailler ce calme. Il n'y a aucune raison que tu ne le sois pas au moins un peu plus parce que tu l'auras travaillé. Le samedi, le samedi, tu seras plus calme. Donc voilà, je mets en place ce truc-là, donc des programmes un peu personnalisés où je vais lui dire, voilà, travaille des notions comme le regard des autres, comme le fait d'oser prendre des risques sur le terrain, d'oser être égoïste dans une équipe, de se relâcher, de se concentrer. Voilà, tout ça, je le fais travailler. Donc il y a toute cette phase, on va dire, de connaissance de soi que je lui amène, etc. Et après, on travaille à structurer son avant, pendant, après match, avec des méthodologies où je fais prendre conscience de comment émotionnellement ça se passe un match. Il y a plusieurs zones de performance. Dans quelle zone tu as tendance à te situer, donc de quoi tu as besoin pour commencer ton match, comment attaquer fort ton match, etc. Donc en fait, c'est un truc centré sur quelle stratégie on va faire maintenant pour que dès le début du match tu sois prêt, pour que quand ça va un peu moins dans ton match, tu rebondisses, tu recrées un bloc de performance et qu'est-ce qui va être mis en place en termes de stratégie mentale. Voilà. Et après, il va y avoir tout l'aspect gestion des objectifs du sportif, parce qu'une fois que tu as fait travailler sur ça, on part du plus profond jusqu'au plus extérieur à toi, on va dire. Le plus extérieur, on va dire, c'est la notion d'objectif, même si c'est très interne. C'est ce qui te projette un peu dans l'avenir, c'est ce qui te projette un peu. Mais moi, le travail, c'est déjà maintenant, qui je suis, etc. Et puis après, on commence à se projeter de plus en plus sur les matchs, l'avenir, etc. Le truc un peu plus externe. Et voilà. Et après, je fais toujours très 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 souvent des phases de travail aussi neurocognitives avec les sportifs pour les aider aussi à travailler avec des outils professionnels pour améliorer la vision de jeu, améliorer la prise de décision, etc. Ça aussi, ça se travaille. C'est des choses que je mets en place avec les sportifs parce que je pense que ça me semble essentiel. À partir du moment où l'outil existe et que placé à un bon moment dans une phase de travail, ça fait des différences. Voilà. Tu fais juste ça en ayant des blocages de fou, ça sert à rien. Mais si tu travailles on va dire de manière propre au niveau émotionnel, tout l'aspect émotionnel qui entoure le match, et que derrière tu lui mets à disposition des choses, là ça devient la cerise sur le gâteau et là ça devient intéressant. Donc voilà, c'est un parcours comme ça. Et moi je fais que des suivis long terme avec les sportifs. Il y a pas de long terme, c'est 6 mois, tu vois, minimum, voire un mois, un an, pardon, voire un an, mais 6 mois ça me semble le minimum si tu veux faire vraiment un travail de qualité. Après voilà, tout le monde n'est pas pro, donc c'est ok que des gens fassent, mais c'est vrai que moi le modèle à la séance, etc., je l'ai complètement abandonné parce que ça correspond pas à un travail suivi qui est dans les standards du monde du haut niveau. Okay. Voilà. Et tu as vu de par ton expérience de quand tu travailles à la séance que finalement le joueur, l'athlète ou même monsieur, madame, tout le monde avait plus de résultats sur le long terme, c'est ça, en travaillant avec eux? En fait, quand tu travailles sur un suivi établi où tu dis on travaille 6 mois ensemble, ça fait un petit mission commando, tu vois. C'est un peu moi ce que je dis toujours, ma vision c'est pas je vais t'aider à préparer ton prochain match ou ta prochaine compétition, c'est je vais te former mentalement
t'inculquer des méthodologies qui, je l'espère, après vont te suivre toute ta carrière. Et le but, c'est de prendre le temps de faire ça, de laisser émerger aussi certains problèmes pour dire tiens, on va travailler dessus. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup de dialogue après avec le sportif. Moi, je suis en contact toutes les semaines avec mes sportifs pour voir comment ils vont. Bon, là, ça va être les vacances, donc peut-être un petit peu moins de contact. Je vais les laisser vivre aussi. Mais dès que la saison reprend, c'est globalement où t'en es, qu'est-ce que tu fais, comment ça s'est passé le match du week-end, comment tu l'as abordé, etc. Voilà. Quand on me dit tout va bien, ok, vas-y, continue, on se check de loin et voilà. Et puis dès qu'il y a un problème avec un sportif, ok, viens, on en parle, viens, on se voit en séance, viens, on en parle en fait. Viens, on se sert de ce qui s'est passé comme un support de travail. Ok. Est-ce qu'il y a des types d'exercices que tu leur donnes à faire? Parce que je pense que sur 6 mois, ton accompagnement, c'est que des séances que tu fais avec eux, ou bien parfois tu vas dire, ok, genre comme si tu leur donnais des devoirs. Comment ça se passe? Ouais, je leur donne des devoirs. Moi, il y a tout un aspect vidéo, parce que sinon les séances, elles sont trop longues. Ouais. Tu vois, donc les vidéos, en fait, je les drive dans des exercices qu'ils doivent faire, des exercices, on va dire, un peu plus introspectifs, où je leur pose des questions, etc. Ils notent, et après, moi, je reprends les réponses, et à partir de leurs réponses, j'arrive à itérer, à savoir un petit peu d'où viennent les problèmes. Les questions, elles sont orientées pour détecter les problèmes, tu vois. Donc du coup, le but, il est de leur proposer de faire ça de leur côté, à tête reposée, à leur rythme. Et après, je les prends en séance. Ils ont déjà un peu avancé sur le sujet. Et moi, je les aide à aller plus loin. Et après, je leur donne des types d'exercices où là, c'est des entraînements que j'ai enregistrés, que je continue à enregistrer un peu au fil du temps, où ils se mettent des écouteurs, sophrologie, hypnothérapie, etc. Ils se mettent en mode calme et puis ils prennent 10 minutes pour travailler sur une notion spécifique. Voilà. Et avant les matchs, par exemple, je mets toujours des protocoles où il y a facilement 2 à 3 audios pas en one shot, mais genre le matin tu vas te faire ça, 1 heure avant ton match tu vas te faire ça, enfin 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, enfin bref. Et juste avant tu vas faire tel exercice. Et ça aide effectivement à ce que il y ait toujours le même cadre autour de la performance. Donc du coup le mec est rassuré, tu vois. Un autre exemple en dehors du foot, tu parles de cadre avant la performance. Je sais pas si vous regardez la Formule 1. Peut-être un petit peu, ou pas du tout. Un petit peu, ouais. Je prends l'exemple connu que tout le monde connaît, enfin, en tout cas moi qui regarde la Formule 1, Pierre Gasly, avant toute course de Formule 1, il fait son truc avec ses boules, comme ça. Alors tu peux penser qu'il va travailler ses réflexes, il travaille pas ses réflexes à ce moment-là. C'est juste une façon de se préparer mentalement, activation exactement, pour être performant au moment du départ de la course. Et il fait ça tout le temps. Le mec, c'est un robot, il est comme ça, il fait ses trucs, et il est pas en train de travailler à ce moment-là. Il est en train de s'activer pour préparer sa performance. C'est marrant. Et c'est dans tous les sports, tu vois, c'est ça que je voulais dire, c'est que vraiment... Parce que dans le vestiaire, avant les matchs, tu vas t'activer un peu de mobilité, un peu d'activation. Mais mental, personne n'a de chips en vrai, c'est ouf quand même. Il y a une vidéo de LeBron James où je sais pas, il se passe un truc, il s'assoit et il se met à méditer. Et ça, tu l'inventes pas comme ça. C'est en match, ça. C'est un match. C'était un match, temps mort. Temps mort au moment où il va falloir clutcher, quoi. C'est le clutch time, quoi. Le moment où il sait que c'est lui qui va devoir prendre. Il écoute pas les consignes du coach, il va s'asseoir. Méditation, il se ressent 30 secondes. Je me réaligne, ok, je repose mon identité, je suis un clutcher, je suis le mec qui va faire la différence, je sais pas ce qu'il se dit, tu vois. Ou alors il se dit rien, peut-être c'est juste de concentration dont il a besoin. Et à ce moment-là, voilà, il est prêt. Mais c'est comme le tennisman qui dit, moi je sers pas tant que je suis pas prêt. Donc il prend le temps. Tu sais, des fois, tu vois les tennisman, tu rentres dans la tête de ton adversaire. Non, mais en plus tu rentres dans la tête, mais tu sais, tu dis, ça fait 10 secondes il fait rebondir la balle, le gars, c'est bon, là peut-être, t'as un doute sur la balle ou c'est quoi? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait il se dit, j'ai pas encore trouvé le petit feeling là. Ok, c'est bon, je l'ai. Et là, tu le vois, il lève la balle et bam, ça y est, je suis prêt. Mais ça s'invente pas. C'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est que c'est un truc qui est préparé, qui est établi à l'avance. Et ils savent très bien ce qu'ils font à ce moment-là. Ils sont pas là en train de rêver, en train de penser à je sais pas quoi. C'est préparé préalablement pour ce moment-là, quoi. Ah, totalement. Le tennis, ils sont en avance sur le foot. Après, le côté mental au tennis est beaucoup plus important, je pense. C'est des sports individuels, tu vois. Donc, eux, ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes et c'est qu'ils peuvent tout optimiser. Le foot, il y a trop de trucs à penser, tu vois. Je pense que c'est pour ça. Mais je pense que justement, avec tout ce qu'on essaye d'apporter à cet écosystème, on individualise encore plus la pratique du footballeur. Et il faut. Et donc ça lui permet d'être encore plus performant. Donc c'est limite un sport dans le sport, quoi. C'est le joueur est un sportif à part entière et son évolution va faire en sorte que l'équipe sera meilleure. Mais pour moi, c'est la bonne vision à avoir quand tu es footballeur. C'est je travaille sur moi, je progresse moi et je vais faire progresser mon équipe quoi qu'il arrive. Exactement. Mais si moi je progresse pas, mon équipe elle peut pas progresser. Ou alors si elle progressera, ce sera pas par rapport à moi, tu vois. Donc je pense que c'est une bonne approche, ce côté individualiste pour apporter une performance collective. C'est la meilleure parce que si tu t'identifies trop à l'équipe, tu sers le projet de qui? C'est ça, le projet du coach. Du coach, exactement. En gros, tu es en train de servir la carrière du coach. Tu es en train d'améliorer le futur contrat du coach. Si on se passe ça au niveau. C'est super, hein? C'est bien, mais tu as un rôle de bon soldat. C'est ça. Mais toi, peut-être que tu as envie que ta carrière elle décolle aussi. Donc parfois, c'est gagnant-gagnant. Tu m'aides, je t'aide. Mais il faut pas que ce soit je donne tout pour le coach et moi, rien pour moi. Je m'efface complètement au profit du collectif. Non, c'est ma personnalité, ma carrière aussi. Parce que demain, le coach, il se barre.
Bah, je fais Ouais. quoi? Voilà. Tu vois? Bah oui. J'ai plus de contrat. Bah, je fais C'est quoi? Ah, par contre, j'ai bien aidé le coach. C'était bien. J'étais son bon soldat. Non, c'est ouais. Donc, individuellement, tu es obligé d'en revenir à ça. C'est sûr. Et- Entièrement d'accord. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a vraiment marqué d'une problématique ou d'un coaching que tu as fait avec un athlète et qui derrière, je sais pas, qui a mis ça en place, qui du coup il a mis ça en place sur le terrain et il y a eu vraiment un changement. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué ou pas? Bah, là, ces derniers mois, ouais, j'ai eu une très belle histoire. C'est une sportive qui s'appelle Elodie, si elle regarde, je lui passe le bonjour, qui est, qui est en D3 féminine et qui faisait du futsal. Ouais. Et elle, son objectif, c'était la D3 féminine, le foot à 11, elle était là, ok, si je peux passer des caps, c'est cool. Mais moi, là, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'aller en équipe de France de futsal. Ok. On a travaillé ensemble pendant 6 mois. Il y a eu ce côté vraiment déblocage au fur et à mesure. Elle, c'est une petite technicienne qui était bridée par l'aspect collectif, etc. J'ai vraiment travaillé chez elle, c'est paradoxal ce que je veux dire, pour renforcer ce sentiment d'égoïsme, renforcer ce sentiment d'arrogance, un petit peu se remettre en fait au premier plan. On a fait un gros travail sur ça. Elle a commencé séance après séance à me dire putain, c'est ouf, je commence à me lâcher à l'entraînement, je commence à carrément maintenant le coach il me parle, j'en ai rien à faire. Tu sais, c'est pas insolence, mais c'est genre ça fait genre vas-y, je fais mon truc, je sais qui je suis. Donc au foot à 11, au début on se disait ok bon ça évolue pas. Par contre futsal, bam 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 bam, elle est en équipe de France. Ah, c'est ouf quand même. Et elle a fait équipe de France, première sélection, but, passe DS, nanana, deuxième sélection, boum. Et là, ça y est, elle est en équipe de France de futsal. Donc franchement, c'est des histoires où, quand tu redonnes le bon équilibre interne à un sportif, bien évidemment, il faut qu'il soit aussi en position 2. Tu vois, Oui, voilà, il faut qu'il ait les qualités à voilà, l'endroit, ouais. c'est sûr que par exemple, si tu es aux portes du mercato, c'est pas parce que tu as fait 3 bons matchs avant le mercato que tu vas signer au Real. Mais si tu es au début de la saison et que tu fais une grosse saison, le travail mental, il va se ressentir. Après, le problème, c'est qu'au foot, on n'a pas le truc immédiat, à part gagner sa place dans l'équipe, tout ça. Et encore que parfois, le problème, c'est que les coachs, ils ont enregistré une image de toi qui n'est plus tout à fait la bonne, donc ils n'ont pas encore saisi que tu avais changé. Ouais, ça, c'est très dur à gérer. Quand tu te sens très bien aux entraînements et que tu as l'impression que le coach, il voit pas encore, parce qu'il n'a pas encore réactualisé sa vision de toi. Donc là, il faut être patient. Hein. Tu sais que tu mises plutôt sur le long terme. Mais le moment où ça se débloque, après, c'est assez fou, quoi. Et après, si, j'ai un sportif aussi, Nicolas, à qui je passe le bonjour, Nicolas Pavrette, avec qui on travaille aux États-Unis ensemble. Il était en universitaire et un jour il m'appelle, il me dit de Nicolas, donc il me fait ouais Nico, je voulais te dire, j'ai pris la décision. Donc il était à Washington, Mason, j'ai oublié, George Mason, voilà, l'université George Mason. Il dit j'ai pris la décision de quitter l'université et je me lance direct en pro, vas-y. J'oublie la draft là cette année, je vais chercher le monde pro, j'ai une proposition en D3 espagnol, je me lance. Je dis ok, vas-y, c'est pas évident en plus de faire. Tu quittes les États-Unis pour aller en D3, sachant que le championnat espagnol c'est l'équivalent de la première ligue en foot, donc c'est quand même c'est comme s'il disait un footballeur qui dit je quitte le centre de formation pour aller jouer en D3 anglaise. Ok, pourquoi pas. Il me dit par contre je vais avoir besoin de toi. On se fait 1 ou 2 séances avant que j'arrive là-bas. Je vais arriver et tout niquer là-bas. On fait 1 ou 2 séances là-bas pour travailler sur ses intentions, pour travailler sur l'effet je suis en mission pendant quelques mois. Et 1 mois après, le mec il était homme du mois de décembre, il arrive en novembre là-bas, et là au mois d'avril, il a fini MVP de la saison régulière de son championnat. Il est allé au play-off, le club était un club lambda, il les a emmenés ils ont gagné les play-offs, il les fait monter dans la division supérieure. Et là, il est en DD final, je me rappelle que la première fois qu'on a travaillé sur ce projet espagnol, c'est un basketteur. Ouais, c'est un basketteur. Je lui ai dit un truc, je lui ai dit va là-bas en te disant je m'en bats les steaks de me faire des potes. Je m'en bats les steaks de me faire des que les gens m'aiment, tu viens, tu fais ton truc et à la fin, ils diront qu'ils ont joué avec Nicolas Pavrette. Il est resté sur ce focus-là. Ils diront qu'ils joueront avec moi. Donc il y a des moments où il m'appelait, il me dit c'est dur. Hein. Là, les gens ils me regardent bizarre, je te jure. Continue. Un jour, ils diront qu'ils ont joué avec Nicolas Pavrette. Tu sais, on faisait vraiment. On s'est mis en mode mindset comme ça, mission commando. Et là, force est de constater qu'il les a emmenés là-haut. Sa carrière va continuer, etc. Et un jour, ils diront qu'ils ont joué avec Nicolas Pavrette. Comme nous, on dit j'ai joué avec Lucas Gourna, c'est notre petite fierté. Moi, j'ai pas joué avec Lucas Gourna, les gars. Mais toi, ouais. Et tu vois, nous, on dit nos petites fiertés on a joué avec un tel, avec un tel. Et eux, ils diront qu'ils ont joué avec toi. Et il s'est mis en mission commando. Et là, MVP de la saison régulière en 3-4 mois, et parce qu'il était en position de le faire. Mais par contre, lui, il y a eu un gros travail identitaire sur... C'est ça, je voulais préciser, parce que là, en regardant le podcast, les joueurs peuvent penser que c'est juste des petits conseils, sois arrogant, pense, confiance en toi. Non, c'est un réel travail de profondeur. On avait travaillé des mois avant quand voilà, il était évidemment. Mais c'est juste que là, quand il est arrivé, on a fait un focus, et là, j'ai pris le parti de lui faire aborder son défi comme ça. En gros, mec, tu vas être que de passage ici,
Voilà, fais ça, rentre dans la peau du personnage, t'y vas. Et on a fait ce travail-là qui était beaucoup plus facilement activable parce qu'on avait ce passif ensemble et ça faisait déjà presque 1 an qu'on travaillait ensemble. Donc voilà, c'était pas... ça n'a rien à voir avec quelqu'un avec qui tu commences à travailler. Ouais, c'est sûr. tu vois. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Wesley, et même pour aller même un peu plus loin, là, quand on écoute le podcast, on peut même penser qu'il suffit d'être bon mentalement pour pouvoir performer sur le terrain. Ouais. C'est que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, la préparation mentale, ça vient débloquer ton potentiel. C'est-à-dire C'est ça. qu'il faut qu'il y ait un potentiel avant. S'il n'y a pas de potentiel, tu débloques rien. Ouais, mais ça- Donc, c'est Ouais. pas juste travailler sur cette préparation mentale, c'est travailler Ah sur non. tous les aspects de la Tous les performance. aspects. Et la En fait, préparation mentale va te permettre... J'ai une image claire que je dis aux sportifs. Imagine les notes dans FIFA. Imagine que tu as 85 dans FIFA. Voilà, ça c'est ton potentiel max. Bah, si tu vas à l'entraînement, travailler tes prises de balles, travailler ta VMA, tout ça, ou que tu essayes d'avoir une meilleure compréhension tactique, ça augmente directement le 85 pour te passer à 86, de 86 à 87. Ça augmente cette possibilité que tu as. Ouais. Ça te fait monter potentiellement plus haut. Maintenant, le mental, c'est ce qui te permet d'aller chercher, je suis un 87, mais si je joue comme un 72, c'est super d'en avoir plein sous le coude, de me dire je suis capable de faire ça, mais je le fais jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et le but en fait de la préparation mentale, c'est pas de te faire passer de 85 à 86, c'est que tu utilises ton 85. Donc c'est vraiment une collaboration entre il faut que j'augmente mon potentiel, il faut que je m'optimise, que je passe de 85 à 86, mais après il faut aussi que je l'utilise. C'est comme si tu achetais une Ferrari, mais tu passes jamais la 3e parce que tu as peur d'aller en 4e, en 5e. Bon bah super, tu as une Ferrari, mais peut-être avoir une Renault Mégane, du coup ça te conviendrait mieux, tu vois, parce que du coup tu n'utilises pas les kilomètres-heures suivants. Donc voilà, c'est un petit peu ça le... Ouais, c'est une bonne image. Ok. Ouais, de ouf. C'est une bonne image. Ouais, Parce que, de ouais, fou. c'est ça, en fait, ça te permet d'utiliser ce que tu as appris et ce que tu as Exactement. créé en fait, avec ton entraînement sur de la prépa physique, prépa tactique, technique, tout ça. Quoi. C'est ça, Ouais, tout ça. fonctionne ensemble. Hein. Si C'est une image. tu es défaillant sur l'un des piliers physique, technique, tactique ou mental, tu auras forcément des problèmes à un moment donné qui vont se poser dans ta carrière. Si l'un de ces 4 piliers n'est pas validé, à un moment donné, ça sera ton principal frein. Ah, lui, il est bon, mais il ne sait pas se placer sur le terrain. Ah, lui, il est bon, mais répétition des efforts. Et puis, il manque un peu de... Tu vois, ah, lui, il est bon, mais techniquement, des fois... Ah, lui, il est bon, mais... Voilà, dès que le niveau il augmente, il stresse. Ouais. Dans tous les cas, en fait, les coachs, ils vont se dire, ah, c'est blacklistage. Et en fait, ça te permet. J'ai même l'impression. Moi, c'était un argument qu'on m'avait donné quand j'étais en centre sur ce qu'on attend d'un joueur de football. Peu importe les qualités, c'est qu'on attend qu'il soit fiable. Ce mot-là, là, Ouais, fiable, tu vois. Ouais. Exact. Je l'ai entendu Exactement. tellement de fois. Exact. Et j'ai l'impression que justement, cette préparation mentale, cette programmation limite de. Tu disais, la performance, elle est sur des rails, bah, tu deviens fiable parce que tu peux C'est ça. limite prédire, enfin pas prédire, pas la visualiser, mais savoir que dans ta position, tu vas faire une bonne prestation parce que tu l'as travaillé et parce que tu le sais, quoi, tu as des certitudes. Et surtout, même quand tu sors des rails, en gros, lui t'a donné le plan pour que, ok, je sors du rail, mais je reviens directement C'est pour ça. repartir à la performance. Je suis programmé Oui, pour bien sûr. être là-dedans, quoi. Non, c'est totalement ça. Effectivement, la fiabilité, bah, quand je parlais avec le directeur du centre de formation du PFC, c'était clairement ça. C'est en gros, on ne veut pas lancer des joueurs où on ne sait Ouais, pas. on sait pas, ouais. Non, si on le lance en pro, ok, tu n'es pas un joueur fini à 100%, tu as 17 ans potentiellement, tu as encore des choses à apprendre, bah, j'espère. Ou alors sinon, tu es quel genre de monstre. Mais par contre, effectivement, il y a ce côté, ce mec-là, on peut le lancer sur un terrain, il va pas, il y a les tribunes, tout ça. Non, il va faire son truc. On joue pas à pile ou face avec la C'est perf. ça. Ok. Ou alors le coach, il va le faire une fois, et pas deux. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est pour donner aux joueurs, et nous on est passé du coup par ça, la qualité numéro 1 qu'on attend d'un joueur, pour moi c'est la fiabilité. C'est vraiment Exactement. pouvoir compter sur lui. C'est la qualité numéro 1. Et plus tu montes dans les clubs, plus le Real, il va pas chercher des Oui, joueurs. voilà. Et C'est c'est ça. pas des peut-être. Hein, les Real, ils recrutent que des joueurs certitudes. fiables. Bien sûr. On est sûr et certain qu'il va nous délivrer ça. Voilà, Exactement. basta. Et les peut-être, bah, c'est des clubs moindres qui vont les recruter, ces joueurs-là. Lui, je recrute un peut-être. Donc peut-être ça va être bien, peut-être ça va pas être bien. Mais le Real, par exemple, les top clubs, il n'y a pas de peut-être. Lui, on le prend parce qu'on est sûr. On a regardé C'est les ça. stats, bam. Voilà, c'est du 92% de certitude. Après, bon, il y a toujours une part de. Mais Ouais. voilà. Et du coup, toi, c'est un peu c'est un peu notre petit rituel. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux joueurs amateurs ou même professionnels? Bah, Ta caméra, elle est juste ici. ouais, moi, amateur, le conseil que j'ai à vous donner, c'est à partir d'aujourd'hui, quand vous allez à un match de foot, faites au moins l'effort d'activer 3 choses. Activez votre jeu, commencez à réfléchir à ce match-là sans vous projeter et faire des films, c'est-à-dire de faire des scénarios dans lesquels il va y avoir des conséquences. Non, juste activez la tâche. Activez votre relâchement, vos intentions de jeu et votre concentration. C'est des choses qui sont hyper importantes. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous n'avez pas d'intention de jeu, si vous venez sans concentration, sans relâchement, la performance, elle sera compliquée. Et allez toujours sur un terrain avec des objectifs et intégrez vos matchs
à une histoire qui est un peu plus grande, pour vous sortir de la notion de résultat. Et que si je contre-performe, ça raconte quelque chose autant que si j'ai performé. Et que, en fait, que je performe ou que je performe pas, la vie continuera. Et donc, du coup, essayez de vous extraire un petit peu de juste le résultat, et intégrer le prochain match que vous allez jouer, dans une histoire un peu plus grande qui s'apparente à un plan de progression. Et ce match-là, c'est juste une marche du plan de progression. Voilà, c'est important comme une marche dans un escalier. Voilà, les gars, si vous faites ça, normalement, déjà, il y aura du mieux. Si vous moins mettez de la conscience sur ces choses-là, je pense qu'on sera pas mal. Je vois pas ce qu'on fait avec tes plus là. Ouais, de ouf. Ok, bah c'est super, je pense qu'on peut conclure sur ça. En description, on mettra l'Instagram de Nico si vous voulez le contacter. Yes. Pareil, on mettra comme d'hab Bipal et moi Objectif Pro. J'ai oublié de le dire, mais n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et activer la cloche de notification. Donc voilà, c'était un très bon épisode encore une fois. Merci à toi Nico. Merci, les gars. Et Merci à toi, Nico. Merci, Wesley. Yes. Merci à vous pour de nous avoir écoutés et on se voit à la prochaine les gars. Ciao. Salut. Ciao.